La cave était plongée dans une pénombre dorée, illuminée uniquement par quelques bougies disposées entre les barriques centenaires de chênes français. L'air sentait le raisin fermenté, le tanin et cette humidité particulière des caves ancestrales creusées dans la pierre calcaire. Étienne tenait le verre de cristal entre ses doigts, observant la robe grenat profonde du Saint-Émilion Grand Cru 2015, la lumière vacillante. Mais ce n'était pas le vin qui captivait son attention ce soir-là. C'était Lucas. Le jeune homme se tenait dangereusement proche, si proche qu'Étienne pouvait sentir la chaleur de son corps, percevoir le parfum subtil de sa peau mélangé aux arômes du vin. Lucas penchait la tête pour observer le liquide dans son propre verre, ses cheveux blonds cendrés effleurant presque la joue d'Étienne. La proximité était professionnellement justifiable. Ils évaluaient ensemble les nouvelles. Cuvée, mais quelque chose dans l'air avait changé au cours des dernières semaines. Les tanins sont remarquablement veloutés, murmura Lucas, sa voix grave résonnant dans l'espace confiné entre les fûts. Vous sentez cette texture soyeuse sur le palais? Étienne ferma les yeux, porta le verre à ses lèvres. Mais quand il dégusta, ce n'était pas seulement les notes de cassis et de violette qu'il percevait. C'était l'intensité du regard bleu de Lucas posé sur sa bouche, observant chaque mouvement avec une attention qui n'avait rien de purement professionnel. Oui, répondit Étienne, sa propre voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette cuvée, quelque chose qui ne devrait pas exister selon toutes les règles traditionnelles, et pourtant c'est parfait, compléta Lucas, faisant un pas de plus. Leurs épaules se touchèrent maintenant. Parfois les meilleures choses naissent quand on ose briser les règles établies. Le cœur d'Étienne battait si fort qu'il était certain que Lucas pouvait l'entendre. Il tourna la tête. Leurs visages n'étaient séparés que de quelques centimètres. Dans la lumière ambrée des bougies, les yeux de Lucas brillaient d'une intensité troublante. Le jeune homme ne reculait pas. Au contraire, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Une invitation silencieuse, suspendue dans l'air saturé, d'arômes vineux. « Lucas !» commença Étienne, mais le prénom mourut sur ses lèvres, parce que Lucas venait de poser sa main sur la sienne, celle qui tenait le verre. Ses doigts se refermèrent doucement, guidant la main d'Étienne pour porter le vin à ses propres lèvres. Il but lentement, sans quitter Étienne des yeux, dans un geste d'une intimité bouleversante. Puis, avec une audace qui fit trembler quelque chose de profond dans la poitrine d'Étienne, Lucas se pencha et déposa le plus léger des baisers au coin de sa bouche, là où une goutte de vin s'attardait. « Délicieux », murmura-t-il contre sa peau. « Absolument exceptionnel. Avant que vous ne plongiez dans cette histoire de passion interdite qui se déroule entre les vignobles de Bordeaux, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi également savoir dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez en ce moment. J'adore découvrir d'où viennent nos auditeurs passionnés d'histoires romantiques. Et surtout, quand vous aurez écouté cette histoire jusqu'à la fin, n'oubliez pas de me donner une note de 0 à 10 dans les commentaires et de partager ce que vous avez le plus aimé. Votre avis compte énormément pour moi. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Je m'appelle Étienne Beaumont, et pendant 45 ans, j'ai vécu selon un script écrit par d'autres. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, tous ont tracé le chemin que je devais suivre, avec la précision d'un vigneron taillant ses cèpes. Épouser la bonne femme, produire le bon héritier, maintenir la réputation immaculée de Château Beaumont, respecter 200 ans de tradition, vinicole, ne jamais au grand jamais dévier du sillon parfaitement tracé. Et j'ai obéi. Mon Dieu, comme j'ai obéi. J'ai épousé Marguerite de la Croix il y a 18 ans, lors d'un mariage grandiose dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Elle portait une robe Chanel, et moi, un costume sur mesure de la rue Saint-Honoré. Nos familles ont célébré l'union de 2 grandes lignées viticoles comme on célèbre un millésime exceptionnel. Nos photos ont fait la couverture de Wine Spectator France. Nous étions le couple parfait de l'aristocratie bordelaise. Nous avons eu un fils, Alexandre, qui étudie maintenant l'œnologie à l'université de Bourgogne. Un garçon brillant qui perpétuera la dynastie Beaumont, naturellement. Marguerite dirige la communication et les relations publiques de notre domaine, avec l'efficacité glaciale qui caractérise les femmes de son milieu. Nous vivons dans la propriété familiale du Bouscat, une demeure du XVIIIe siècle, avec ses jardins à la française et sa vue imprenable sur les vignobles vallonnés. De l'extérieur, ma vie ressemble à un tableau de maître français parfaitement composé. De l'intérieur, j'ai étouffé pendant 20 ans. Chaque matin, je me réveille à 6 heures précises dans le lit conjugal, que je ne partage plus vraiment avec Marguerite depuis des années. Nous dormons dos à dos, séparés par un gouffre de non-dits,
et de résignation mutuelle. Elle a ses amants discrets parmi la haute société bordelaise. Je le sais, elle le sait. Nous ne parlons jamais de ces choses-là. C'est ainsi que fonctionne notre monde. Les apparences, avant tout. Je descends déjeuner dans la salle à manger où le petit déjeuner est servi par Madeleine, notre gouvernante depuis 30 ans. Café noir, tartines beurrées, confiture de figues maison. Je lis Le Monde en silence, pendant que Marguerite consulte son téléphone, pianotant des réponses à des invitations mondaines. Nous échangeons quelques phrases polies sur l'agenda de la journée. Puis je monte dans ma Mercedes classe gris anthracite et je conduis les 20 minutes jusqu'aux bureaux administratifs du Château Beaumont, sur la place de la Bourse. Mon bureau occupe le dernier étage d'un immeuble historique avec vue panoramique sur la Garonne. Parquet en chêne ciré, bibliothèque remplie de traités sur l'œnologie datant de plusieurs siècles, canapé Chesterfield en cuir patiné, bar à vin climatisé contenant quelques-unes des bouteilles les plus rares de notre collection. C'est ici que je reçois les acheteurs internationaux, les critiques, vinicoles, les journalistes. C'est ici que je joue mon rôle d'héritier parfait avec une précision théâtrale acquise au fil des décennies. Mais c'est aussi ici, dans ce sanctuaire de tradition et de respectabilité, que ma vie a basculé il y a exactement 3 mois. C'était un mardi matin de juillet, une de ces journées où la chaleur étouffante de l'été bordelais rend l'air épais comme du miel. Mon père, Henri Beaumont, avait convoqué une réunion d'urgence. À 78 ans, il refusait toujours de prendre sa retraite, s'accrochant au domaine comme un capitaine à son navire en pleine tempête. Et il y avait effectivement une tempête. Nos ventes baissaient depuis 3 ans, les millénials boudaient nos cuvées classiques, la concurrence des vins du Nouveau Monde grignotait nos parts de marché. Nous avons besoin de 109, avait annoncé mon père de sa voix autoritaire qui n'admettait aucune contradiction. J'ai fait appel à un jeune prodige recommandé par Jacques Mercier de Pomerol, un énologue qui a révolutionné 3 domaines en Provence en 3 ans. Il arrive ce matin. J'étais sceptique. Les jeunes prodiges, que mon père recrutait, finissaient généralement écrasés par le poids de nos traditions et repartaient au bout de quelques mois. Mais je n'ai rien dit. Je me suis contenté de hocher la tête et de retourner à l'examen des rapports financiers trimestriels. Puis la porte de mon bureau s'est ouverte. Et Lucas Moreau est entré dans ma vie comme un Mistral provençal, imprévisible, puissant, impossible à ignorer. Il portait une chemise en lin bleu délavée aux manches retroussées sur des avant-bras bronzés et musclés, un jean sombre qui soulignait des jambes athlétiques, des bottes de travail en cuir usé qui avaient visiblement passé des heures dans les vignobles sous le soleil. Ses cheveux blonds cendrés étaient légèrement en désordre, comme s'il venait de traverser les vignes balayées par le vent. Mais ce sont ses yeux qui m'ont frappé, d'un bleu clair lumineux, vif et intelligent, avec cette lueur de curiosité insatiable que seuls possèdent ceux qui sont véritablement passionnés par leur art. Monsieur Beaumont, sa voix était chaleureuse, teintée d'un léger accent du Sud qui adoucissait les consonnes. Lucas Moreau, c'est un honneur immense de rejoindre le château Beaumont. Il m'a tendu la main avec un sourire franc qui révélait une dent légèrement de travers, un détail imparfait qui, bizarrement, ne faisait qu'ajouter à son charme naturel. J'ai serré sa main, ferme, confiante, avec des callosités qui trahissaient des années de travail manuel dans les vignes. Le contact a duré 1 seconde de trop, juste assez pour que quelque chose d'électrique passe entre nous. « Monsieur Moreau », ai-je répondu en reprenant ma posture professionnelle habituelle. « Mon père m'a beaucoup parlé de votre travail en Provence. Des résultats impressionnants pour quelqu'un de votre âge. » Il a ri, un son léger et sans prétention. « J'ai 24 ans, mais j'ai passé chaque été depuis mes 12 ans dans les vignobles de mon grand-père à Châteauneuf-du-Pape. Le vin coule dans mes veines depuis l'enfance. 24 ans. Mon Dieu, il avait presque l'âge de mon fils. » Nous avons passé cette première matinée à discuter de sa vision pour moderniser notre production sans trahir notre héritage. Lucas parlait avec une passion contagieuse, gesticulant avec ses mains expressives, ses yeux s'illuminant quand il décrivait des techniques innovantes de vinification. Il citait des études scientifiques récentes, mais aussi des sagesses ancestrales transmises par son grand-père provençal. Il respectait profondément la tradition tout en osant la questionner. Et moi, homme de 45 ans blasé par des décennies de conventions étouffantes, je me suis retrouvé captivé, pas seulement par ses idées, bien qu'elles fussent brillantes, mais par lui, par l'énergie vitale qui émanait de chaque pore de sa peau, par la façon dont il penchait la tête quand il réfléchissait intensément, par ce sourire en coin qui apparaissait quand il évoquait une idée particulièrement audacieuse. « Je voudrais vous montrer quelque chose », m'a-t-il dit après 2 heures de discussion. « Si vous avez le temps, bien sûr. »
J'avais 3 réunions programmées cet après-midi-là. J'ai toutes les annulées. Nous avons pris ma voiture jusqu'au domaine familial à Saint-Émilion, 30 minutes de route à travers les collines couvertes de vignobles, qui s'étendaient à perte de vue sous le ciel d'azur. Lucas observait le paysage par la fenêtre avec émerveillement, comme un enfant découvrant un nouveau monde magique. « C'est magnifique », murmurait-il. « Ces terroirs calcaires, cette exposition parfaite, vous réalisez la chance incroyable que vous avez ?» La chance. Moi, je n'avais jamais considéré mon héritage comme une chance, plutôt comme une chaîne dorée, belle mais implacable. À la Vinicola, Lucas a insisté pour visiter chaque recoin. Les cuves en inox ultramodernes installées par mon grand-père dans les années 70, les barriques centenaires dans les caves voûtées, les vignes elles-mêmes où il s'est agenouillé pour examiner la terre entre ses doigts. Il posait des questions perspicaces, prenait des notes dans un petit carnet usé, goûtait les raisins directement sur les ceps avec une sensualité inconsciente qui me troublait profondément. Puis il m'a demandé si nous pouvions déguster quelques cuvées dans ma cave privée. Ma cave privée est un sanctuaire que je ne partage avec personne, pas même avec Marguerite. Creusée dans la roche calcaire sous l'ancienne demeure seigneuriale du domaine, elle abrite ma collection personnelle, 50 bouteilles soigneusement sélectionnées, chacune marquant un moment décisif de ma vie. Les vins que j'aurais dû ouvrir mais que j'ai gardés fermés, comme des possibilités non réalisées mises en bouteille. Pourquoi ai-je accepté d'y emmener Lucas ce jour-là? Je ne saurais l'expliquer rationnellement. Peut-être parce que son enthousiasme sincère avait réveillé quelque chose en moi que je croyais mort depuis longtemps. Peut-être parce que, pour la première fois en 20 ans, je voulais partager cette part secrète de moi-même avec quelqu'un. Nous sommes descendus l'escalier en pierre étroit, nos épaules se frôlant dans l'espace confiné. J'ai allumé les bougies disposées entre les fûts. Je refuse l'éclairage électrique ici, préférant l'ambiance intime de la flamme vacillante. Lucas a inspiré profondément, fermant les yeux. L'odeur ici, c'est comme entrer dans l'âme même du vin. J'ai sélectionné une bouteille de notre Saint-Émilion 2015, une cuvée expérimentale que j'avais vinifiée moi-même en secret, en dérogation aux méthodes strictes imposées par mon père. C'était ma petite rébellion privée, mon acte de désobéissance silencieuse. Nous avons dégusté en silence d'abord, laissant le vin s'exprimer. Lucas fermait les yeux à chaque gorgée, et je l'observais avec une fascination que je ne cherchais même plus à dissimuler. Ses lèvres contre le cristal, sa gorge avalant lentement, la façon dont sa langue effleurait ses lèvres pour capturer chaque nuance de saveur. « C'est extraordinaire », a-t-il finalement murmuré, rouvrant les yeux. Il y a quelque chose de presque rebelle dans cette cuvée, comme si le vigneron avait osé suivre son instinct plutôt que les règles établies. Mon cœur s'est arrêté. Comment pouvait-il percevoir cela? « Vous avez un palais remarquable, ai-je dit, ma voix plus basse qu'avant. « Non, a-t-il répondu en se rapprochant imperceptiblement. J'ai juste appris à reconnaître la passion quand je la goûte. Ce vin a été fait par quelqu'un qui voulait créer quelque chose de vrai, d'authentique, quelqu'un qui étouffait sous le poids des conventions. Nos regards se sont accrochés dans la pénombre dorée. Il savait, d'une manière ou d'une autre, ce jeune homme de 24 ans que je venais de rencontrer avait vu à travers toutes mes défenses, soigneusement construites. « Merci de m'avoir montré cet endroit », a-t-il murmuré. « Je sens que nous allons créer quelque chose de vraiment spécial ensemble, monsieur Beaumont. »« Étienne », ai-je dit impulsivement. « Appelez-moi Étienne. » Son sourire a illuminé toute la cave. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de laisser un like. Cela m'encourage énormément à continuer à créer ces récits passionnés pour vous. Votre soutien fait toute la différence. C'était il y a 3 mois. Depuis, Lucas travaille au Château Beaumont officiellement comme énologue en chef de notre nouvelle ligne de cuvée contemporaine. Mais entre nous, quelque chose d'indicible s'est installé. Une tension électrique qui crépite chaque fois que nous nous retrouvons seuls. Des regards qui s'attardent trop longtemps. Des frôlements apparemment accidentels qui me laissent tremblante. Je me mens à moi-même quotidiennement. Je me répète que c'est seulement de l'admiration professionnelle, que mon cœur s'emballe simplement parce qu'il ravive ma passion pour le vin après des années de routine abrutissante, que ces rêves torrides où ses mains explorent mon corps dans la cave ne signifient rien. Mais ce soir, alors que nous dégustons ce Saint-Émilion 2015 dans l'intimité étouffante de ma cave privée, alors que ses doigts effleurent les miens sur le verre de cristal, alors que ses lèvres se posent au coin de ma bouche pour capturer cette goutte de vin, je sais que je ne peux plus me mentir. Et la terreur absolue qui m'envahit n'est pas due à ce que je ressens pour Lucas Moreau. C'est la terreur de réaliser que pour la première fois en 45 ans, je suis réellement dangereusement en vie.
Les semaines qui ont suivi cette soirée dans la cave ont été une torture exquise. Lucas et moi nous voyions quotidiennement pour superviser les nouvelles vinifications, et chaque rencontre était chargée d'une électricité qui menaçait de nous consumer tous les deux. Le matin, j'arrivais au domaine de Saint-Émilion avant l'aube, quand la brume matinale enveloppait encore les vignobles dans un voile argenté. Je le trouvais souvent déjà là, marchant pieds nus entre les rangées de vignes, ses jeans roulés jusqu'aux chevilles, touchant les feuilles avec une tendresse presque amoureuse. Il levait la tête en m'entendant approcher, et son sourire illuminait le petit matin comme un soleil provençal. « Étienne », disait-il simplement, et la façon dont mon prénom sonnait dans sa bouche me faisait frissonner jusqu'à la moelle. Nous passions des heures ensemble dans les chais, supervisant la fermentation, ajustant les températures, goûtant les moûts en développement. Lucas travaillait avec une passion contagieuse, expliquant ses choix avec des gestes amples de ses mains tachées de raisin. Il avait cette manière de parler du vin comme s'il parlait d'un être vivant, respirant, évoluant. « Écoutez », murmurait-il en posant sa paume contre une cuve en inox. « Vous entendez le travail des levures? C'est comme un murmure, une conversation intime entre le sucre et l'alcool. » Je m'approchais, posais ma main à côté de la sienne sur la paroi métallique tiède. Nos petits doigts se touchaient. Aucun de nous ne reculait. « Qu'est-ce que vous entendez, vous » demandai-je, ma voix à peine audible. Il tournait la tête vers moi, nos visages dangereusement proches. Je n'entends plus rien d'autre que les battements de mon cœur quand vous êtes si près. Ces moments volés devenaient ma drogue. J'en voulais toujours plus, même si je savais que chaque dose me rapprochait du précipice. Mon père observait notre collaboration avec un mélange de satisfaction et de méfiance. Les premières analyses des nouvelles cuvées étaient exceptionnelles. Lucas avait un don presque surnaturel pour créer des assemblages audacieux qui respectaient notre terroir tout en le réinventant. Les commandes préliminaires de distributeurs internationaux affluaient. Le château Beaumont connaissait un renouveau inespéré. Ce garçon a du génie, avait admis Henri lors d'un déjeuner familial dominical dans la grande salle à manger de la propriété. Mais il faut le surveiller, Étienne. Ces jeunes ont tendance à vouloir tout bousculer trop rapidement. Assure-toi qu'ils ne compromettent pas notre réputation avec ces expérimentations. Je le surveille de très près, père, avais-je répondu, et l'ironie de mes propres mots m'avait donné envie de rire amèrement. Marguerite, elle, commençait à poser des questions. Ma femme possédait cette intelligence sociale aiguisée typique des femmes de la haute société bordelaise. Elle remarquait les détails. Mon téléphone que je consultais constamment, espérant un message de Lucas sur l'avancement des vinifications, mes retours tardifs à la maison toujours avec l'excuse de supervision prolongée, la façon dont je fredonnais sous la douche, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. « Tu sembles différent ces derniers temps », m'avait-elle dit un soir alors que nous dînions en tête-à-tête dans notre salle à manger ornée de tapisseries anciennes. « Plus léger, c'est ce nouveau projet avec le jeune énologo ?» J'avais tourné mon alliance nerveusement autour de mon doigt, ce tic qui me trahissait toujours quand je mentais. Lucas apporte un vent de fraîcheur au domaine. C'est stimulant professionnellement. Elle m'avait regardé longuement, ses yeux noisettes perçants comme ceux d'un faucon. Fais attention, Étienne. Les vents de fraîcheur peuvent rapidement devenir des ouragans destructeurs. Cette nuit-là, incapable de dormir, j'étais descendu dans mon bureau privé au rez-de-chaussée. J'avais ouvert le tiroir secret de mon secrétaire Louis XV et sorti la boîte en bois de cèdre que je n'avais pas touchée depuis 18 ans. À l'intérieur, soigneusement préservée dans du papier de soie, se trouvaient les lettres. 23 lettres écrites à l'encre bleue sur papier vélin, datant de mes années à la Sorbonne. Les lettres d'Olivier. Olivier Duchamp, mon compagnon de chambre en première année de master en œnologie, fils d'un libraire parisien, poète amateur, amoureux des mots et du vin, avec la même passion dévorante. Nous nous étions rencontrés en septembre 1998, et en novembre, nous partagions bien plus qu'une chambre d'étudiants à la cité universitaire. Pendant 2 ans, nous avions vécu une histoire d'amour clandestine et intense. Nos corps s'apprenaient mutuellement dans l'obscurité de notre chambre minuscule, étouffant nos gémissements pour ne pas alerter les voisins. Nous passions des nuits entières à lire Proust et Rimbaud à voix haute, à imaginer notre avenir. Une petite librairie avec cave à vin dans le Marais, où nous vendrions des livres rares et des crus confidentiels, où nous vivrions authentiquement, librement. Puis en mars 2000, le coup de téléphone. Mon père un AVC massif. L'urgence de rentrer à Bordeaux. La pression familiale écrasante. Le domaine avait besoin d'un héritier présent, d'un homme marié et respectable. Les Delacroix proposaient une alliance stratégique. Leur réseau de distribution contre notre prestige.
Marguerite était belle, convenable, issue du bon milieu. Je reviens dans 2 semaines, avais-je promis à Olivier lors de notre dernière nuit ensemble. Nos corps entrelacés dans les draps froissés. Nous trouverons une solution. Mais je n'étais jamais revenu. Mon père avait survécu mais resté diminué. Les responsabilités m'avaient englouti. Les fiançailles avec Marguerite avaient été annoncées 3 mois plus tard dans Le Figaro. Olivier m'avait écrit 23 lettres de plus en plus désespérées. J'avais répondu à la première pour lui expliquer que je devais faire mon devoir. Je n'avais jamais répondu aux autres. J'avais enterré cette partie de moi-même dans cette boîte en cèdre, sous des couches de respectabilité et de mensonges. Pendant 18 ans, j'avais réussi à ne pas y penser, à vivre cette vie parallèle où je jouais le rôle du mari, du père, du sommelier respecté. Mais Lucas avait tout déterré. Ce matin-là, après ma nuit d'insomnie à relire les lettres d'Olivier, j'étais arrivé au domaine avec 2 heures de retard. Lucas m'attendait dans mon bureau privé à la vie Nicolas, celui que j'avais aménagé dans une ancienne maison de maître rénovée surplombant les vignobles. Il était assis dans mon fauteuil en cuir, pied sur le bureau, lisant un de mes traités anciens sur les techniques de vinification du XIXe siècle. Quand il m'avait vu entrer, il n'avait pas bougé. Il m'avait juste regardé avec une intensité qui m'avait coupé le souffle. « Vous avez l'air épuisé », avait-il dit doucement. « Mauvaise nuit ? Les pires sont celles où on ne dort pas vraiment, mais où on ne fait que se souvenir », avais-je répondu avant de pouvoir me censurer. Il avait posé le livre, retiré ses pieds du bureau, s'était levé lentement. Il portait un t-shirt gris moulant qui révélait son torse athlétique, un jean délavé, ses éternelles bottes de travail. Ses cheveux étaient encore humides de la douche matinale. « Qu'est-ce que vous vous souvenez, Étienne ?» Il avait traversé la pièce, s'était arrêté à quelques centimètres de moi. Je pouvais sentir son odeur, savon simple, sueur propre, et cette note de fond qui n'appartenait qu'à lui, quelque chose d'épicé et de chaud comme le soleil de Provence sur la garrigue. De toutes les fois où j'ai choisi le devoir plutôt que le désir, avais-je murmuré. De toutes les portes que j'ai fermées parce que c'était plus facile que de les traverser. Lucas avait levé la main lentement, comme on approcherait un animal sauvage prêt à fuir. Ses doigts avaient effleuré ma joue, repoussé une mèche de mes cheveux grisonnants derrière mon oreille. « Et si vous arrêtiez de fermer des portes ?» avait-il chuchoté. « Et si pour une fois vous laissiez quelqu'un entrer ?» Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'il pouvait le voir pulser dans ma gorge. Nous étions au bord de quelque chose d'irréversible. Je le sentais. Un pas de plus et je basculerais dans un territoire d'où je ne pourrais jamais revenir. « Lucas, tu es si jeune. Tu as toute la vie devant toi. Moi, je suis un homme de 45 ans piégé dans un mariage mort, écrasé par des responsabilités familiales. Tu mérites mieux que... » « Ne me dites pas ce que je mérite, » m'avait-il interrompu avec une fermeté surprenante. « J'ai 24 ans, pas 14. Je sais exactement ce que je veux. La question est, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que je savais? Mon Dieu, oui. Je voulais me pencher et capturer ces lèvres qui me narguaient depuis des semaines. Je voulais arracher ce t-shirt et découvrir chaque centimètre de sa peau bronzée. Je voulais l'emmener dans ma cave et le faire mien sur les fûts centenaires, mélanger nos gémissements aux arômes du vin en fermentation. Mais je voulais aussi protéger ma famille, préserver la réputation du château Beaumont, ne pas détruire tout ce que 3 générations avaient construit. Je ne peux pas, avais-je finalement dit, reculant d'un pas. Ce serait de la folie. La douleur qui avait traversé son regard m'avait déchiré, mais il avait hoché la tête, avait reculé lui aussi, remettant cette distance professionnelle entre nous, comme on referme une blessure. Très bien, avait-il dit d'une voix neutre. Alors contentons-nous de faire du bon vin ensemble. Il était sorti de mon bureau, me laissant seul avec mes lâchetés et mes regrets. Les jours suivants avaient été une agonie. Lucas restait parfaitement professionnel, mais quelque chose s'était éteint dans ses yeux quand il me regardait. Nous communiquions par email et messages laconiques. Nos séances de dégustation étaient efficaces, mais dénuées de cette chaleur qui les caractérisait avant. J'avais l'impression d'avoir tué quelque chose de précieux avant même qu'il ait eu la chance de naître. Puis, un jeudi soir de septembre, tout avait basculé. Mon père avait organisé une grande réception au château pour célébrer les premières critiques enthousiastes de nos nouvelles cuvées. 200 invités, vignerons, critiques, acheteurs internationaux, aristocrates bordelais, circulaient dans les salons historiques décorés pour l'occasion. Un quartet de jazz jouait dans le grand salon. Des serveurs en livrée circulaient avec des plateaux de canapés gastronomiques et nos meilleurs millésimes. Marguerite était resplendissante dans une robe Dior bleu nuit, jouant son rôle d'hôtesse parfaite avec aisance. Mon père serrait des mains, acceptait des félicitations,
rayonnait de fierté. Alexandre était descendu de Beaune pour l'occasion, beau jeune homme de 22 ans qui discutait terroir avec des connaisseurs 2 fois plus âgés. Et moi, je cherchais Lucas des yeux dans la foule. Je l'avais finalement aperçu sur la terrasse, seul, regardant les vignobles qui s'étendaient sous le ciel crépusculaire strié de rose et d'orange. Il portait un costume sobre gris anthracite qui transformait le jeune homme décontracté en une vision d'élégance masculine troublante. Ses cheveux étaient recoiffés vers l'arrière pour une fois, révélant pleinement son beau visage anguleux. Je m'étais approché, 2 verres de champagne à la main. « Tu fuis la fête ?» Il avait pris le verre sans me regarder. Je ne suis pas vraiment à ma place dans ce genre de mondanité. Je préfère la compagnie des vignes. Moi aussi, avais-je avoué. J'ai toujours détesté ces réceptions, tous ces faux semblants, ces sourires calculés. Alors pourquoi continuer à jouer le jeu? Parce que c'est ce qu'on attend de moi. Parce que c'est plus facile que de tout remettre en question. Il s'était finalement tourné vers moi, et l'intensité de son regard m'avait cloué sur place. Vous savez quel est votre problème, Étienne? Vous avez tellement peur de décevoir les autres que vous vous êtes oublié vous-même. Vous êtes devenu un fantôme dans votre propre vie. Ces mots m'avaient frappé comme une gifle parce qu'ils étaient d'une vérité brutale. Et toi? Avais-je demandé, une pointe d'amertume dans la voix. Tu ne comprends pas ce que c'est de porter le poids de générations de traditions? Tu as grandi libre, en Provence tu peux être qui tu es sans conséquence. Vous croyez que j'ai grandi libre? M'avait-il interrompu avec un rire sans joie. Mon père a coupé les ponts quand je lui ai dit à 17 ans que j'aimais les hommes autant que les femmes. Ma mère a pleuré pendant des mois, convaincue qu'elle avait échoué comme parent. J'ai payé mes études d'énologue en travaillant comme serveur la nuit, en vendangeant le jour. J'ai perdu des amis, des opportunités professionnelles. J'ai entendu des remarques désobligeantes innombrables fois. Alors ne me parlez pas de liberté comme si je ne savais pas ce que coûte l'authenticité. Je ne savais pas. Je n'avais jamais pensé à demander. J'avais présumé que sa génération n'affrontait plus ces batailles. Lucas, je suis désolé, Mais vous savez quelle est la différence entre vous et moi? Avait-il continué se rapprochant. Malgré tout ce que j'ai perdu, je n'ai jamais regretté mes choix. Parce que vivre dans le mensonge est pire que vivre dans la difficulté. Au moins, quand je me regarde dans le miroir, je reconnais l'homme qui me fixe. Est-ce que tu me reconnais, moi? Avais-je murmuré. Il avait levé la main, hésité, puis avait tracé doucement le contour de ma mâchoire avec son pouce. Je reconnais l'homme que vous pourriez être si vous osiez, et ça me brise le cœur de voir que vous refusez de le devenir. À cet instant, Marguerite était apparue sur la terrasse. « Étienne, ton père te cherche pour le toast. »« Oh, bonsoir Lucas. » Nous nous étions écartés brusquement, coupables comme des adolescents surpris. Marguerite nous observait avec une expression indéchiffrable. « J'arrive tout de suite », avais-je dit d'une voix que j'espérais normale. Elle était repartie sans un mot de plus, mais je savais, à la façon dont ses épaules s'étaient raidies, à la pause imperceptible dans sa démarche. Elle savait. Le reste de la soirée avait été un brouillard. J'avais prononcé le toast attendu, remercié Lucas publiquement pour sa contribution exceptionnelle, supporté les félicitations et les conversations insipides, mais mon esprit était ailleurs, rejouant en boucle ce moment sur la terrasse, la sensation du pouce de Lucas sur ma peau. Quand le dernier invité était finalement parti passé minuit, Marguerite m'avait attendu dans notre chambre. Elle était assise à sa coiffeuse, retirant méthodiquement ses bijoux. « Nous devons parler », avait-elle dit calmement. Mon sang s'était glacé. De quoi? De ce jeune homme. Lucas. Elle m'observait dans le miroir. Tu es amoureux de lui. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Marguerite. Ne nie pas. Je te connais depuis 18 ans, Étienne. Je sais lire chaque micro-expression de ton visage. La façon dont tu le regardes, tu ne m'as jamais regardé comme ça. Même au début. Le silence s'était installé, lourd comme du plomb. Qu'est-ce que tu vas faire? Avais-je finalement demandé. Elle avait continué à retirer ses boucles d'oreilles avec des gestes précis. Rien pour l'instant. Notre fils termine ses études. Ton père est fragile. Le domaine vit un moment crucial. Un scandale détruirait tout. Donc tu veux que je continue à faire semblant? Elle s'était retournée et m'avait fixé directement. Je veux que tu réfléchisses très sérieusement aux conséquences de tes actes. Pas seulement pour toi, mais pour tout le monde. Si tu veux détruire notre vie, au moins fais-le en connaissance de cause. Elle s'était levée, avait traversé la chambre jusqu'à la porte de sa salle de bain privée. Sur le seuil, elle s'était arrêtée. Tu sais, Étienne, pendant toutes ces années, je me suis dit que notre arrangement convenait à nous deux, que nous avions construit quelque chose de stable, même sans passion.
Mais te voir vivant pour la première fois en 18 ans, ça me montre à quel point tu étais mort à mes côtés. Elle avait refermé la porte doucement, me laissant seul avec le poids écrasant de mes choix impossibles. Cette nuit-là, insomniaque, j'avais envoyé un message à Lucas. Cave demain 6 heures. J'ai besoin de te parler. Sa réponse était arrivée 3 minutes plus tard. J'y serai. L'aube se levait à peine quand je suis descendu dans la cave. Le ciel encore teinté de cette couleur indigo profonde qui précède le lever du soleil. L'air de septembre était frais, chargé de cette humidité particulière des matins d'automne en Gironde. Mes mains tremblaient légèrement en allumant les bougies une à une, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre calcaire vieux de 3 siècles. Lucas était déjà là. Il se tenait près des fûts les plus anciens, ceux où mon arrière-grand-père avait vinifié les premiers grands crus classés du domaine, dans les années 1920. Il portait un pull en laine grise col roulé, qui épousait son torse, un jean sombre, ses cheveux encore humides de la douche matinale. Quand il s'est retourné vers moi, j'ai vu qu'il n'avait pas mieux dormi que moi. Des cernes ombrintées, yeux bleus lumineux. Marguerite sait, ai-je dit sans préambule. Il a hoché la tête lentement. Je m'en doutais. Elle n'est pas stupide. Elle me demande de réfléchir aux conséquences, de penser à Alexandre, à mon père, au domaine. J'ai passé une main dans mes cheveux avec frustration. Et elle a raison. Un scandale détruirait tout ce que 3 générations ont construit. Lucas s'est approché, a saisi mes mains tremblantes entre les siennes. Ses paumes étaient chaudes, rugueuses du travail manuel, réconfortantes. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Le tu au lieu du vous m'a frappé. Ce passage à l'intimité, cette barrière franchie dans le langage même. Je ne sais pas, m'ai-je avoué et ma voix s'est brisée. Lucas, j'ai 45 ans. J'ai un fils, une femme, un père qui compte sur moi. Je suis le pilier du château Beaumont. Les gens dépendent de moi. Comment puis-je tout abandonner pour être heureux, a-t-il terminé doucement, pour vivre authentiquement, pour cesser de mourir à petit feu dans une vie qui n'est pas la tienne? C'est égoïste. Non. Il a resserré son étreinte sur mes mains. C'est égoïste de rester dans un mariage mort en faisant croire à Marguerite qu'elle a encore un mari. C'est égoïste de montrer à Alexandre que le sacrifice de soi est plus noble que l'authenticité. C'est égoïste de continuer à me regarder comme tu me regardes, en sachant que tu ne feras jamais rien. Ces mots ont percé mes défenses comme une lame chauffée à blanc. J'ai peur, ai-je chuchoté. J'ai tellement peur de ce que je ressens pour toi. Cela fait 25 ans que je n'ai pas ressenti ça. Depuis Olivier, Olivier? Alors je lui ai tout raconté. Cette cave ancienne est devenue confessionnal, et j'ai déversé 25 ans de secrets enfouis. La Sorbonne, notre chambre minuscule, les nuits entrelacées à lire Proust, nos rêves de librairie dans le Marais, l'AVC de mon père, les fiançailles précipitées, les 23 lettres jamais répondues. Lucas écoutait en silence, ses pouces caressant doucement mes jointures. Je l'aimais, ai-je conclu, les larmes coulant maintenant librement sur mes joues. Et je l'ai abandonné parce que j'étais lâche, parce que c'était plus facile de faire ce qu'on attendait de moi. Et pendant 25 ans, je me suis puni en vivant cette vie vide. Alors comment puis-je maintenant? Étienne. Lucas a porté mes mains à ses lèvres, les a embrassées avec une tendresse qui m'a brisé. Tu avais 20 ans. Tu étais terrifié et sous une pression familiale immense. Oui, tu as fait un choix que tu regrettes, mais tu as le pouvoir de faire un choix différent aujourd'hui. Tu ne peux pas racheter le passé, mais tu peux refuser de répéter les mêmes erreurs. Et si je te fais du mal? Et si dans 6 mois, 1 an, la pression devient insupportable et je recule encore? C'est un risque que je suis prêt à prendre, a-t-il murmuré en se rapprochant jusqu'à ce que nos fronts se touchent. Parce que ces dernières semaines avec toi, même dans cette ambiguïté frustrante, ont été plus vraies que tout ce que j'ai vécu avant. Quand tu me regardes, je me sens vu. Quand tu ris à mes plaisanteries stupides, j'ai l'impression que le soleil vient de sortir. Quand nos doigts se frôlent par accident, tout mon corps s'embrase. Son souffle effleurait mes lèvres. Mon cœur cognait si fort contre mes côtes que j'avais mal. Lucas, embrasse-moi, a-t-il chuchoté. Une fois. Et si après tu décides que c'est trop compliqué, que tu préfères ta vie bien ordonnée, je partirai. Je trouverai un poste ailleurs. Mais donne-nous au moins ça. Un baiser. Une vérité. J'ai fermé les yeux. Toute ma vie a défilé devant moi. L'enfant obéissant, l'étudiant brillant, le mari convenable, le père distant, l'héritier parfait. Toutes ces versions de moi-même construites pour plaire aux autres, pour correspondre aux attentes, pour ne jamais décevoir. Et puis j'ai pensé aux 50 bouteilles dans ma cave personnelle. 50 moments où j'avais choisi le devoir plutôt que le désir.
50 possibilités scellées à jamais. J'ai ouvert les yeux. Lucas me regardait avec une vulnérabilité bouleversante, attendant mon verdict. Au diable tout, ai-je murmuré, et je l'ai embrassé. Ses lèvres étaient douces, chaudes, légèrement sucrées par le café matinal. Il a émis un son étranglé au fond de sa gorge, puis a enroulé ses bras autour de mon cou, m'attirant plus près. J'ai glissé mes mains dans ses cheveux humides, approfondi le baiser avec une faim que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. C'était comme goûter un grand cru après des années de piquette, comme respirer après avoir été sous l'eau, comme revenir à la vie après 25 ans de mort lente. Nous nous sommes embrassés jusqu'à en perdre haleine, adossés contre les fûts centenaires, nos corps pressés l'un contre l'autre dans la pénombre dorée de la cave. Ses mains exploraient mon dos, mon torse, comme s'il voulait mémoriser chaque contour. Les miennes traçaient les muscles de ses épaules, descendaient le long de sa colonne vertébrale, découvrirent la peau chaude sous son pull. Quand nous nous sommes finalement séparés, haletant, il a ri. Un son léger, joyeux, incrédule. « Putain !» a-t-il murmuré contre ma bouche. Ça valait l'attente. J'ai éclaté de rire moi aussi. Un rire qui venait du plus profond de mon être, libérateur. Le langage, monsieur Moreau. « Oh, maintenant tu joues les prudes ?» Il m'a embrassé dans le cou, mordillé doucement le lobe de mon oreille. « Après ce que tu viens de faire avec ta langue, Lucas, mais j'ai ri encore, me sentant étrangement jeune, léger, vivant. Nous sommes restés enlacés un long moment, nos respirations s'apaisant progressivement. La réalité commençait à s'infiltrer, ce que nous venions de faire, ce que cela signifiait, les tempêtes qui nous attendaient. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, ai-je finalement dit. Il y aura des complications terribles. Ma famille, le scandale, la société bordelaise. Je sais, il a embrassé mon front, mais je préfère affronter des tempêtes à tes côtés que vivre dans un calme plat sans toi. Nous avons passé cette matinée à élaborer un plan. Nous serions discrets d'abord le temps que je parle à Alexandre, que je négocie les termes d'une séparation avec Marguerite. Lucas louerait un appartement en ville plutôt que de rester dans le logement fourni par le domaine. Nous maintiendrions le professionnalisme en public, mais en privé, dans cette cave, nous pourrions être nous-mêmes. C'est comme une double vie, avais-je observé avec une pointe d'amertume. C'est comme une transition, avait corrigé Lucas, de ta vie d'avant à ta vraie vie. Ça prendra du temps, mais nous y arriverons. Son optimisme était contagieux, même si une partie de moi restait terrifiée. Les semaines suivantes ont été parmi les plus intenses de ma vie. Publiquement, Lucas et moi maintenions une relation purement professionnelle, mais nous trouvions des moments volés, des matinées dans la cave avant l'arrivée des employés, des déjeuners tardifs dans des bistrots discrets de villages environnants, des messages textes cryptés qui me faisaient sourire comme un adolescent. Lucas a effectivement loué un loft dans le quartier Bacalan à Bordeaux, un espace industriel converti avec des murs de briques apparentes et d'immenses fenêtres donnant sur la Garonne. Il l'avait décoré avec un mélange éclectique d'antiquités chinées aux puces et de mobilier moderne, créant une atmosphère bohème et chaleureuse qui lui ressemblait. C'est là que je me rendais 2 ou 3 soirs par semaine, prétextant des réunions tardives avec des distributeurs ou des critiques. C'est là que je découvrais qui était vraiment Lucas, au-delà du jeune énologo brillant. J'ai découvert ses aquarelles, des dizaines accrochées au mur de briques, abstraites et vibrantes, chacune représentant un vin qu'il avait goûté. Le Château Margaux 2000 que tu m'as fait découvrir, expliquait-il en me montrant une toile dominée par des rouges profonds et des violets sombres. C'est comme ça que je l'ai vu dans ma tête. J'ai découvert sa collection de vinyles, du jazz français des années 60, de la chanson populaire provençale, du folk américain. Nous écoutions Nina Simone en cuisinant ensemble, moi maladroit mais enthousiaste, lui patient et amusé par mon manque d'expérience en cuisine domestique. J'ai découvert ses cicatrices émotionnelles aussi. Une nuit après l'amour, alors que nous étions enlacés dans son lit défait, il m'a raconté la rupture avec son père. Il m'a dit que je choisissais une vie de péché et de malheur, murmurait Lucas, ma tête sur son torse nu écoutant son cœur battre, que si je persistais dans cette phase, je finirais seul et misérable. Ma mère pleurait, mais ne disait rien. Mon petit frère me regardait comme si j'étais un étranger. Tu leur as parlé depuis ? Ma mère m'envoie un texto à Noël et pour mon anniversaire. Des messages brefs, neutres. Mon père refuse tout contact. Mon frère s'est marié l'année dernière. Je n'ai pas été invité. J'ai serré mes bras autour de lui, furieux contre ces gens qui avaient rejeté ce jeune homme extraordinaire. Leur perte, ai-je murmuré. Leur terrible perte. Il a ri doucement. C'est ironique, non ? Moi qui ai été rejeté par ma famille pour qui je suis,
Et toi qui as sacrifié qui tu es pour ta famille. Deux faces de la même pièce de monnaie. Cette observation m'a hanté pendant des jours. Pendant ce temps, la situation à la maison se détériorait. Marguerite était devenue glaciale, communiquant avec moi uniquement par message texte bref concernant la logistique domestique. Elle avait confié ses soupçons à sa sœur Isabelle, qui à son tour en avait parlé à son mari, et maintenant des rumeurs circulaient dans les cercles de la haute société bordelaise. Mon père, lui, était ravi de la renaissance du domaine sous l'influence de Lucas, ignorant complètement la nature de notre relation. Ce garçon est un génie, répétait-il lors de nos réunions familiales. Tu devrais l'associer officiellement au domaine, lui offrir des parts. C'est l'avenir du château Beaumont. L'ironie me donnait envie de rire et de pleurer simultanément. Alexandre était rentré de Beaune pour le week-end de la Toussaint. Nous déjeunions ensemble dans un restaurant étoilé du centre de Bordeaux, juste nous deux, et je cherchais le courage de lui parler. Mon fils ressemble beaucoup à Marguerite. Mêmes yeux noisettes, même élégance naturelle, même intelligence sociale aiguisée. À 22 ans, il était déjà plus mature que je ne l'avais jamais été. « Papa », a-t-il dit entre le plat principal et le dessert, « tu vas me dire ce qui se passe ou je dois deviner ?» Je l'ai regardé, surpris. « Qu'est-ce qui te fait penser ?»« Tu souris », a-t-il coupé gentiment. « Pour la première fois depuis que j'ai des souvenirs, tu souris vraiment. Tes yeux brillent. Tu as l'air vivant. Alors soit tu as découvert une nouvelle passion pour le vin, soit il y a quelqu'un. » Mon cœur s'est arrêté. « Alexandre. C'est Lucas, n'est-ce pas ?» Il a pris une gorgée de vin calmement, comme s'il parlait de la météo. L'énologo. Maman me l'a plus ou moins confirmé la semaine dernière quand elle m'a appelé en pleurs. Mon Dieu. J'ai posé ma fourchette, incapable de manger. Alexandre, je suis désolé, je ne voulais pas. Je ne... Me décevoir? Me blesser? Détruire l'image que j'avais de toi? Il a souri tristement. Papa, j'ai 22 ans, pas 12. Je sais que ton mariage avec maman était une façade depuis des années. Je vous ai vu vivre comme des colocataires polis plutôt que comme un couple. Honnêtement, je suis juste soulagé que tu aies finalement trouvé quelque chose qui te rend heureux. Les larmes me sont montées aux yeux. Tu ne m'en veux pas? De quoi? D'être humain? D'avoir des sentiments? Il a tendu la main à travers la table, a serré la mienne. Tu es mon père, et je t'aime. Je veux que tu sois heureux, même si ça complique les choses. Même si grand-père va avoir une crise cardiaque quand il le découvrira. Même si la société bordelaise va cancaner pendant des mois. Tu es remarquable, ai-je murmuré, la voix étranglée par l'émotion. Quand es-tu devenu si sage? Probablement quand j'ai compris que la vie est trop courte pour la vivre selon les attentes des autres. Il a souri. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire aussi. Je sors avec quelqu'un à Beaune, un autre étudiant en œnologie. Il s'appelle Thomas. J'ai cligné des yeux abasourdi. Tu es bi, je pense. Ou peut-être juste ouvert. Les étiquettes m'importent peu. Il a haussé les épaules. Je ne te l'avais pas dit parce que j'attendais d'être sûr. Mais maintenant que tu me confies ton secret, il me semblait juste de partager le mien. Nous avons ri tous les deux, un rire libérateur chargé de soulagement et d'amour. Alors nous sommes deux rebelles, Beaumont, ai-je dit. Ah, apparemment. Il a levé son verre. Aux rebelles. Puissions-nous avoir le courage de vivre authentiquement, peu importe le coût. J'ai trinqué avec lui, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Mais le coût, je commençais à le mesurer. Quelques jours plus tard, mon père m'a convoqué dans son bureau privé du domaine. Une pièce austère avec des meubles lourds en chêne sombre et des portraits de nos ancêtres vignerons accrochés au mur comme des juges silencieux. J'ai entendu des rumeurs, a-t-il commencé sans préambule, ses yeux gris acier me fixant avec une intensité qui m'avait toujours intimidé enfant. Des rumeurs déplaisantes concernant toi et ce jeune Moreau. Mon sang s'est glacé. Père, dis-moi que c'est faux. Sa voix était dure comme la pierre. Dis-moi que mon fils, l'héritier du château Beaumont, ne s'abaisse pas à ce genre de déviance. Ce n'est pas de la déviance, ai-je répliqué, sentant la colère monter. Et même si c'était vrai, ce serait ma vie privée. Ta vie privée? Il a abattu son poing sur le bureau. Tu es un Beaumont, tu n'as pas de vie privée. Chacun de tes actes reflète sur cette famille, sur ce domaine que 4 générations ont bâti. Tu as une femme, un fils, des responsabilités. J'ai aussi le droit au bonheur. Le bonheur? Il a ricané. Le bonheur est un luxe que les gens de notre position ne peuvent pas se permettre. Nous avons des devoirs, des obligations. Tu crois que j'ai eu le luxe du bonheur? Ta mère et moi avons fait notre devoir. Nous avons maintenu les apparences. Nous avons préservé le nom Beaumont. Et vous avez été misérables tous les deux, ai-je rétorqué. Maman est morte à 58 ans.
Épuisée par des années de malheur silencieux, tu l'as rendue malheureuse avec tes infidélités à peine cachées, tes maîtresses que tout Bordeaux connaissait. Et tu veux que je répète ce schéma? Son visage est devenu cramoisi. Comment oses-tu? Je t'aime, père. Je respecte tout ce que tu as fait pour le domaine. Mais je refuse de sacrifier ma vie entière sur l'autel des conventions. J'ai 45 ans, et je viens à peine de commencer à vivre réellement. Si tu continues dans cette voie, a-t-il dit d'une voix dangereusement calme, je te déshérite. Je nomme Alexandre héritier principal et tu ne recevras qu'une part minimale. Le château Beaumont ne sera pas dirigé par quelqu'un qui traîne notre nom dans la boue. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Le domaine, c'était toute ma vie, mon identité, mon héritage. C'est ton choix, ai-je finalement dit, la voix tremblante mais ferme. Mais je ne reculerai pas. Je suis sorti de son bureau, les jambes tremblantes, et je me suis rendu directement au loft de Lucas. Il a ouvert la porte, a vu mon visage, et m'a immédiatement pris dans ses bras. Mon père m'a menacé de déshéritage. Ai-je murmuré contre son épaule. Il va me retirer le domaine. Lucas m'a guidé jusqu'au canapé, s'est assis à côté de moi, nos cuisses se touchant. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. Le château Beaumont, c'est tout ce que je connais. C'est qui je suis. Non, a doucement contredit Lucas. C'est ce que tu fais. Ce n'est pas qui tu es. Qui tu es, c'est l'homme qui embrasse passionnément dans des caves sombres, qui rit en cuisinant des pâtes mal cuites dans ma cuisine, qui pleure en écoutant Nina Simone, qui me regarde comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. J'ai levé les yeux vers lui, ce jeune homme qui avait bouleversé toute mon existence. J'ai reçu une offre aujourd'hui, a-t-il dit doucement. Un programme de résidence à Napa Valley, 18 mois avec un salaire généreux et l'opportunité de travailler avec certains des meilleurs vignerons californiens. Mon cœur s'est arrêté. Tu vas partir? Je ne sais pas. Il a pris mes mains. C'est l'opportunité d'une vie professionnellement, mais ça signifierait te quitter, à moins que tu ne viennes avec moi. Ses yeux bleus me fixaient avec intensité. Recommencer ailleurs, loin des regards, des jugements, du poids de ton nom. Nous pourrions juste être Étienne et Lucas, deux hommes qui s'aiment et font du vin ensemble. L'offre était tentante, terriblement tentante. Mais fuir résoudrait-il vraiment quelque chose? Ou serais-je juste en train de répéter mon schéma, abandonner quelque chose de difficile plutôt que d'affronter la tempête? Je dois réfléchir, ai-je finalement dit. C'est trop important comme décision. Je sais. Il m'a embrassé tendrement. Prends ton temps. Mais l'offre expire dans 2 semaines. 2 semaines pour décider de toute ma vie. 2 semaines pour choisir entre mon passé et mon avenir. Cette nuit-là, je suis resté chez Lucas, enlacé dans son lit, écoutant la pluie tambouriner contre les grandes fenêtres industrielles. Il dormait paisiblement contre moi, mais je restais éveillé, contemplant le plafond, mon esprit tourbillonnant avec toutes les possibilités et leurs conséquences. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel qui allait encore compliquer les choses. C'était Isabelle, la sœur de Marguerite. « Étienne, tu dois rentrer immédiatement. Marguerite est à l'hôpital. » J'ai conduit comme un fou à travers les rues de Bordeaux jusqu'à l'hôpital Saint-André, mon cœur battant la chamade, l'esprit envahi par 1000 scénarios catastrophiques. Lucas avait voulu m'accompagner, mais je lui avais dit de rester. La dernière chose dont nous avions besoin était d'alimenter davantage les rumeurs dans cette situation déjà explosive. Isabelle m'attendait dans le hall des urgences, le visage défait, les yeux rougis. Elle s'est précipitée vers moi dès qu'elle m'a vu. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé, la gorge serrée. « Elle va bien ?»« Overdose de somnifères », a répondu Isabelle d'une voix tremblante. « Notre femme de ménage l'a trouvée ce matin inconsciente dans la salle de bain. Les médecins ont réussi à la stabiliser, mais Étienne, ses yeux m'ont fixé avec un mélange de douleur et d'accusation. Elle a laissé une lettre. Mon sang s'est glacé. Une lettre de suicide? Pas exactement. Plutôt une lettre d'adieu. Elle parlait de ne plus pouvoir supporter cette vie de mensonge, de ne plus reconnaître l'homme qu'elle avait épousé, de préférer disparaître plutôt que d'affronter le scandale à venir. Isabelle a serré mes bras avec force. « Qu'est-ce que tu lui as fait, Étienne? Ma sœur était une femme forte, et tu l'as détruite. » Ces mots m'ont frappé comme des coups de fouet. La culpabilité s'est abattue sur moi avec la force d'un raz de marée. J'avais été tellement absorbé par ma propre quête de bonheur que je n'avais pas mesuré l'ampleur de la souffrance que j'infligeais à Marguerite. Je peux la voir. Les médecins veulent la garder en observation psychiatrique 24 heures. Ensuite, elle décidera si elle veut te recevoir. Isabelle a reculé, me regardant avec dégoût. Tu sais ce qui est pathétique? Elle t'aime encore. Après tout ce que tu lui as fait, après toutes ces années de mariage fantôme, elle t'aime encore. Et toi?
Tu l'as trahi pour un gamin qui a l'âge de ton fils. Elle est partie, me laissant seul dans ce couloir d'hôpital stérile, écrasé par le poids de mes actes. J'ai appelé Alexandre immédiatement. Il est arrivé 1 heure plus tard, le visage grave, mais calme. Nous nous sommes assis dans la cafétéria de l'hôpital, 2 cafés imbuvables devant nous, et j'ai tout déversé, la lettre, les somnifères, la culpabilité dévorante. « Papa, a-t-il dit après m'avoir écouté en silence, ce n'est pas ta faute. Comment peux-tu dire ça? Ta mère a tenté de... » Maman lutte contre la dépression depuis des années, m'a-t-il interrompu doucement. Tu ne le savais pas parce que vous ne vous parliez plus vraiment, mais elle voit un psychiatre depuis au moins 5 ans. Elle prend des antidépresseurs. Son malaise existentiel ne date pas de ton histoire avec Lucas. Il existait bien avant. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Vous viviez sous le même toit comme 2 étrangers. Il a pris ma main. Écoute, je ne dis pas que ta relation avec Lucas n'a pas été un facteur déclencheur. Mais maman s'effondrait lentement depuis longtemps. Peut-être que ton bonheur soudain lui a fait réaliser à quel point elle était malheureuse elle-même. Je l'ai blessée terriblement. Oui, mais vous vous êtes blessés mutuellement pendant des années en restant dans ce mariage mort. Parfois, la gentillesse ressemble à de la cruauté, et la cruauté nécessaire ressemble à de la méchanceté. Il a soupiré. Maman a besoin d'aide professionnelle, et vous avez besoin tous les deux de vous libérer de ce mariage qui vous étouffe. Nous sommes restés à l'hôpital toute la journée. Le soir venu, les médecins nous ont autorisés à voir Marguerite brièvement. Elle était allongée dans un lit blanc immaculé, pâle comme un fantôme, des perfusions dans les bras. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu une telle douleur dans ses yeux que j'ai failli m'effondrer. « Je suis désolé », ai-je murmuré en m'approchant. « Marguerite, je suis tellement désolé. »« Moi aussi », a-t-elle répondu d'une voix faible. « Désolé d'avoir été si lâche. Si j'avais voulu vraiment mourir, j'aurais pris toute la boîte au lieu de quelques pilules. Je voulais juste, je ne sais pas, attirer l'attention, punir quelqu'un, me punir moi-même. » Elle a tendu une main tremblante vers moi. Je l'ai prise, sentant à quel point ses doigts étaient frêles, fragiles. « Nous nous sommes fait du mal mutuellement, » a-t-elle continué. « Pendant 18 ans, nous avons fait semblant. Nous avons joué nos rôles parfaitement, le couple modèle de l'aristocratie bordelaise. Mais nous n'avons jamais été heureux, n'est-ce pas? Non, ai-je admis, les larmes coulant sur mes joues. Nous ne l'avons jamais été. Je savais, tu sais. Son regard s'est perdu dans le vague. Pas pour Lucas spécifiquement, mais je savais que tu n'étais pas, que tu ne pouvais pas être pleinement avec moi. Il y avait toujours cette distance, comme si une partie de toi était verrouillée. J'ai essayé de l'ignorer, de me convaincre que c'était suffisant. Marguerite, laisse-moi finir. Elle a serré ma main. Te voir tomber amoureux, voir cette lumière dans tes yeux, ça m'a brisé. Pas à cause de la jalousie, enfin, pas seulement, mais parce que ça m'a montré à quel point notre vie ensemble était vide. Et ça m'a forcé à affronter ma propre solitude, mon propre malheur que je refoulais depuis si longtemps. Tu mérites mieux, ai-je murmuré. Tu mérites quelqu'un qui t'aime comme tu devrais être aimé. Elle a souri tristement. Peut-être, mais d'abord, je dois apprendre à m'aimer moi-même. Le psychiatre me dit ça depuis des années. Il est temps que je l'écoute vraiment. Nous avons parlé pendant 1 heure. La conversation la plus honnête que nous ayons eue en 18 ans de mariage. Nous avons convenu d'entamer une procédure de divorce à l'amiable une fois qu'elle sortirait de l'hôpital et commencerait un traitement thérapeutique intensif. Alexandre hériterait de la propriété familiale du Bouscat. Marguerite continuerait à superviser la communication du domaine, si elle le souhaitait, mais avec moins d'implication. Nous resterions courtois pour Alexandre, pour le domaine, pour nous-mêmes. En quittant l'hôpital cette nuit-là, je me sentais à la fois libéré et écrasé. Un chapitre se fermait. Mais à quel prix? Mon téléphone a vibré. Un message de Lucas. « Comment va-t-elle? Comment vas-tu? Je suis là si tu as besoin de parler. » J'ai tapé une réponse. « Viens me rejoindre à la cave dans 1 heure. J'ai besoin de toi. » Il faisait nuit noire quand je suis arrivé au domaine de Saint-Émilion. Les vignobles s'étendaient sous un ciel étoilé, les rangées de vignes créant des motifs géométriques argentés sous la lune presque pleine. J'ai descendu l'escalier familier vers ma cave privée, allumé les bougies une à une et j'ai attendu. Lucas est arrivé 20 minutes plus tard, essoufflé d'avoir couru depuis sa voiture. Il m'a pris dans ses bras sans un mot, me tenant serré contre lui tandis que je tremblais de tous mes membres. « Elle va s'en sortir », ai-je finalement murmuré contre son épaule. Nous avons parlé. Nous allons divorcer. Il s'est écarté pour me regarder dans les yeux. « Et toi, comment te sens-tu » Coupable. Soulagé, terrifié, tout à la fois. J'ai ri amèrement.
Mon père va être furieux. Ce sera le scandale du siècle dans les cercles vinicoles bordelais. Le respectable Étienne Beaumont qui abandonne sa femme pour un homme de 20 ans, son cadet. 21 ans, a corrigé Lucas avec un petit sourire. Soyons précis dans notre scandale. Malgré tout, j'ai ri. Cet homme avait le don de m'alléger même dans les moments les plus sombres. J'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui, ai-je dit. À l'hôpital, en regardant Marguerite si fragile dans ce lit, j'ai réalisé quelque chose. Fuir à Napa ne résoudrait rien. Ce serait juste répéter le même schéma qu'avec Olivier. Abandonner ce qui est difficile, plutôt que d'affronter la tempête. Le visage de Lucas s'est assombri. Tu veux dire que... Non, attends. J'ai pris ses mains. Laisse-moi finir. Je ne veux pas que tu refuses cette opportunité à cause de moi. C'est la chance de ta vie professionnellement. Mais je ne viens pas avec toi. Je reste ici, j'affronte les conséquences de mes choix, je me bats pour ce en quoi je crois. Et nous, sa voix était à peine audible. Nous survivrons à 18 mois de séparation si ce que nous avons est réel. Et si ce n'est pas assez solide pour survivre à la distance, alors c'était juste une passion éphémère. J'ai embrassé ces jointures. Je refuse de te transformer en une autre bouteille scellée dans ma collection de regrets. Va vivre cette aventure californienne. Apprends, grandis, explore. Et quand tu reviendras, si tu reviens, nous verrons où nous en sommes tous les deux. Les larmes coulèrent sur ses joues. Je t'aime, putain, tu le sais, non? Je t'aime aussi, ai-je murmuré. Ces mots que je n'avais pas prononcés depuis Olivier. C'est justement pour ça que je te laisse partir. Nous avons fait l'amour cette nuit-là dans la cave, sur une couverture étendue entre les fûts, avec la tendresse désespérée de deux amants qui savent que la séparation approche. Chaque caresse était une tentative de mémoriser l'autre. Chaque baiser était un adieu et une promesse simultanément. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon. Marguerite est sortie de l'hôpital et a emménagé temporairement chez Isabelle pour commencer sa thérapie intensive. Mon père, en apprenant le divorce imminent et mes raisons, a eu une crise de rage épique suivie d'un silence glacial. Il ne m'adressait plus la parole que par l'intermédiaire de son avocat concernant les affaires du domaine. Mais contre toute attente, certains membres de la famille m'ont soutenu. Ma tante Geneviève, sœur cadette de mon père et éternelle rebelle de la famille, m'a appelé pour me dire « Enfin, il était temps que quelqu'un ose vivre authentiquement dans cette famille de momies guindées. » Alexandre s'est révélé être mon plus grand allié, gérant les communications avec mon père, soutenant sa mère dans sa thérapie et me rappelant constamment que je méritais d'être heureux. Le monde vinicole bordelais prévisiblement bruissait de rumeurs. Certains anciens amis m'ont tourné le dos. D'autres, plus nombreux que je ne l'aurais cru, m'ont exprimé leur soutien discret. Quelques-uns m'ont même confié leurs propres secrets. Mariage de façade, amour caché, vie double menée pendant des décennies. Tu es courageux de vivre ta vérité, m'a dit Jacques Mercier de Pomerol, un vieux rival devenu ami. La plupart d'entre nous n'ont jamais eu ce courage. Lucas a accepté l'offre de Napa Valley. Son départ était prévu pour début décembre. Nous passions chaque moment libre ensemble, accumulant des souvenirs pour survivre à la séparation à venir. Un soir, une semaine avant son départ, nous étions allongés sur le toit de son loft, emmitouflés dans des couvertures, regardant les étoiles au-dessus de la Garonne. Lucas avait apporté une bouteille de notre dernière cuvée collaborative, un assemblage audacieux de Merlot et de Cabernet Franc, qui brisait toutes les conventions traditionnelles du château Beaumont. Cette cuvée, a-t-il dit en faisant tourner le vin dans son verre, c'est nous, un mélange improbable qui n'aurait pas dû fonctionner selon toutes les règles établies, mais qui crée quelque chose d'exceptionnel. Comment allons-nous l'appeler? Il a réfléchi un moment, puis a souri. Renaissance, parce que c'est ce que tu vis, ce que nous vivons tous les deux. Renaissance, ai-je répété, goûtant le mot comme un grand cru. C'est parfait. J'ai peur, a-t-il admis soudainement. Peur que 18 mois soient trop longs, que tu rencontres quelqu'un d'autre, que tu retombes dans tes anciennes habitudes, que je te perde avant même de t'avoir vraiment eu. J'ai les mêmes peurs, ai-je avoué. Mais tu sais ce que j'ai appris ces derniers mois? Que la peur ne devrait jamais nous empêcher de vivre. J'ai laissé la peur dicter ma vie pendant 25 ans. Plus maintenant, a-t-il répété comme un serment. La veille de son départ, mon père m'a finalement convoqué. Je m'attendais à une confrontation finale, peut-être même à l'annonce officielle de mon déshéritage. Au lieu de ça, je l'ai trouvé dans les vignes, chose rare pour lui ces dernières années, marchant lentement entre les rangées dénudées par l'hiver approchant. Ton grand-père me détestait, tu sais, a-t-il dit sans préambule quand je l'ai rejoint. Il trouvait que je gérais le domaine de manière trop agressive, que je trahissais les méthodes ancestrales avec mes cuves en inox et mes techniques modernes de vinification. J'ai écouté en silence.
surpris par cette confession. Il m'a menacé de déshéritage aussi. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 2 ans. Il s'est arrêté, a touché une vigne avec une tendresse inattendue. Puis un jour, il a goûté mon premier millésime indépendant. Il a pleuré. Il m'a dit que c'était le meilleur vin que le château Beaumont avait produit en 50 ans. Il s'est tourné vers moi et j'ai été choqué de voir des larmes dans ses yeux habituellement si durs. Je ne comprends pas tes choix, Étienne. Cette vie que tu embrasses va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Mais sa voix s'est brisée. Mais je ne veux pas passer 2 ans sans te parler. Je ne veux pas mourir en étant fâché avec mon fils. Papa, je ne te bénis pas, je ne peux pas. Il a secoué la tête. Mais je ne te maudis pas non plus. Le domaine sera à toi quand je mourrai comme prévu. Fais-en ce que tu veux. Révolutionne-le avec ton jeune énologo si c'est ce que tu souhaites. Juste, reste mon fils. Nous nous sommes étreints maladroitement. 2 hommes qui n'avaient jamais appris à exprimer leurs émotions, essayant de colmater des décennies de distance en un seul moment. Le lendemain, j'ai conduit Lucas à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Nous sommes restés dans le parking incapables de lâcher nos mains entrelacées. 18 mois, a-t-il murmuré. On se parle tous les jours? Tous les jours, ai-je promis. Et je viendrai te voir, plusieurs fois. Tu vas me manquer tellement. Tu me manques déjà. Nous nous sommes embrassés une dernière fois, un baiser salé de larmes, chargé de promesses et d'incertitudes. Puis il est sorti de la voiture, a récupéré ses bagages, et s'est retourné une dernière fois. Étienne, continue à vivre. D'accord? Ne retombe pas dans l'ancien toi. Je te le promets. Je l'ai regardé disparaître dans le terminal, mon cœur se brisant et se reconstruisant simultanément. En rentrant au domaine ce jour-là, j'ai fait quelque chose de symbolique. J'ai descendu dans ma cave privée et j'ai commencé à ouvrir les 50 bouteilles de ma collection de regrets. Une par une, j'ai goûté ces vins qui représentaient toutes les fois où j'avais choisi le devoir plutôt que le désir. Certains étaient devenus imbuvables, aigris par le temps. D'autres avaient miraculeusement survécu, se bonifiant malgré les années. Mais tous méritaient d'être dégustés, plutôt que de rester scellés indéfiniment. Alexandre m'a rejoint à la bouteille numéro 23, un Château Margaux 2000, l'année où j'avais abandonné Olivier. « Tu fais le ménage » a-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi. « Je libère le passé » ai-je corrigé. Plus de regrets embouteillés, plus de vie non vécue stockée dans l'obscurité. Il a pris un verre, a goûté le vin. Il est magnifique. Ça aurait été dommage de ne jamais l'ouvrir. Exactement. Nous avons passé la nuit ensemble, père et fils, ouvrant des bouteilles centenaires et racontant des histoires. Pour la première fois de ma vie, je me sentais léger, libre, authentiquement moi-même. 18 mois de séparation nous attendaient, Lucas et moi. 18 mois pendant lesquels j'allais devoir prouver que ma transformation était réelle et durable. 18 mois pour reconstruire ma vie sur des fondations de vérité plutôt que de mensonges. Mais cette nuit-là, entouré de bouteilles vides qui représentaient mon passé enfin libéré, avec mon fils à mes côtés, et l'homme que j'aimais quelque part au-dessus de l'Atlantique volant vers son avenir, pour la première fois en 45 ans, je me sentais réellement, pleinement vivant. Les premiers mois sans Lucas ont été une épreuve de feu. Chaque matin, je me réveillais en tendant instinctivement la main vers un espace vide à côté de moi. J'avais quitté la propriété familiale du Bouscat et loué un petit appartement dans le quartier des Chartrons, près de ces caves centenaires qui avaient vu naître l'âge d'or du commerce vinicole bordelais. C'était un 2 pièces au charme, vieillot avec des poutres apparentes et une vue sur les toits d'ardoise, modeste comparé à la demeure ancestrale, mais authentiquement mien. Nous nous parlions quotidiennement comme promis, des appels vidéo où je le voyais dans sa nouvelle vie californienne, bronzé, souriant, enthousiaste en me racontant ses découvertes œnologiques à Napa Valley. Il travaillait avec des vignerons pionniers qui expérimentaient des cépages résistants au changement climatique, des méthodes de vinification biodynamique poussées à l'extrême. Son talent s'épanouissait dans ce terreau fertile de l'innovation américaine. « Tu me manques », disait-il invariablement à la fin de chaque appel, ses yeux bleus remplis d'une nostalgie qui me transperçait. « Tu me manques aussi », répondais-je. « Mais tu rayonnes, Lucas. Tu es exactement où tu dois être en ce moment. » Parce que c'était vrai. Aussi douloureuse que soit notre séparation, je voyais Lucas s'accomplir d'une manière qui n'aurait pas été possible s'il était resté à Bordeaux, dans l'ombre des traditions séculaires du château Beaumont. De mon côté, je traversais ma propre métamorphose. Le divorce avec Marguerite a été finalisé en mars, après 4 mois de procédures étonnamment civiles. Elle avait progressé remarquablement en thérapie, trouvant une force intérieure que notre mariage avait étouffée. Lors de notre dernière rencontre officielle chez l'avocat,
Elle m'avait serré dans ses bras. Merci, avait-elle murmuré. Pourquoi? Pour t'avoir fait souffrir? Pour avoir eu le courage de briser notre cage dorée? Je ne l'aurais jamais eu seule. Elle avait souri, un vrai sourire que je ne lui avais pas vu depuis des années. Je vois quelqu'un maintenant, un professeur de philosophie à l'université, il me fait rire. Il me lit Sartre au lit. C'est différent. Tu mérites ça, avais-je dit sincèrement. Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment. Toi aussi, Étienne, toi aussi. Le scandale prédit s'est effectivement matérialisé. Pendant plusieurs semaines, les cercles vinicoles bordelais n'ont parlé que de la séparation des Beaumont de la Croix et des raisons honteuses qui la motivaient. Certains clients historiques ont annulé leurs commandes. 2 distributeurs de longue date ont rompu leur contrat. Mon nom était murmuré dans les salons avec des nuances de pitié, de désapprobation, parfois de mépris. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. De nouveaux clients sont apparus. Des jeunes vignerons progressistes, des restaurateurs modernes, des sommeliers d'une nouvelle génération qui appréciaient notre audace à briser les conventions. La cuvée Renaissance que Lucas et moi avions créée ensemble a reçu une note exceptionnelle de 96 points dans Wine Spectator, accompagnée d'une critique élogieuse saluant un vent de modernité rafraîchissant soufflant sur les traditions vénérables de Saint-Émilion. Les commandes ont afflué, non pas de la vieille garde conservatrice, mais d'un nouveau marché plus jeune, plus ouvert, plus international. Le château Beaumont se réinventait, tout comme moi. Mon père observait ces changements avec un mélange de perplexité et de respect réticent. Un soir de mai, il m'a invité à dîner dans sa maison, juste nous deux, comme quand j'étais enfant et que maman était encore vivante. Les chiffres sont bons, avait-il admis en servant un Pomerol 1990 exceptionnel, meilleur qu'ils ne l'ont été depuis 10 ans. Tu es en train de sauver le domaine d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce n'est pas moi seul, père. C'est la vision de Lucas, son audace combinée à notre héritage. Il avait grimacé au nom de Lucas, mais n'avait pas fait de commentaires négatifs. Progrès minuscule, mais progrès tout de même. Tu comptes le faire revenir? Quand son programme sera terminé? S'il veut revenir, avais-je corrigé. Il a sa propre vie, ses propres choix à faire. Et s'il choisit de rester en Californie? La question que je me posais chaque nuit avant de m'endormir. Alors je devrais accepter que certaines histoires, aussi belles soient-elles, ont une fin naturelle. Mon père m'avait regardé longuement, puis avait levé son verre. Tu es devenu plus sage que moi, mon fils. Plus courageux aussi. Les mois ont défilé. J'ai voyagé 2 fois en Californie pour voir Lucas. D'abord en avril, puis en août. Ces retrouvailles ont été intenses, passionnées, mais teintées d'une mélancolie sous-jacente. Nous avions évolué tous les deux, développé des routines séparées, des vies parallèles qui se chevauchaient, mais ne s'entremêlaient plus quotidiennement. Lors de ma visite d'août, nous avions loué une voiture et exploré les vignobles de Sonoma, dégustant des pinots noirs exceptionnels, dormant dans de petites auberges rurales, faisant l'amour sous les séquoias géants. C'était magique, hors du temps. Mais la dernière nuit, alors que nous étions allongés sur la terrasse de son appartement californien regardant les étoiles, Lucas avait dit quelque chose qui m'avait glacé. J'ai reçu une offre pour rester ici de manière permanente, devenir directeur œnologique associé dans une vinicola émergente de la Russian River Valley, salaire excellent, liberté créative totale, participation au capital. Mon cœur s'était serré. C'est une opportunité incroyable. Oui, il s'était tourné vers moi, mais ça signifierait rester en Californie, ne pas revenir à Bordeaux, ne pas revenir vers toi. Le silence s'était étiré entre nous, chargé de toutes les questions non posées. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» avais-je finalement demandé. « Je ne sais pas. » Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Je t'aime, Étienne, profondément. Mais j'aime aussi cette vie que je construis ici. Cette liberté, cette possibilité de créer sans le poids de siècles de tradition. Je me sens tellement vivant ici. Je comprends, avais-je dit, et c'était vrai. Parce que je ressens la même chose maintenant à Bordeaux. Pour la première fois, je ne suis plus écrasé par l'héritage familial, je le réinvente. Je me sens vivante aussi. Alors peut-être que notre histoire était censée être exactement ça, avait-il murmuré. Un catalyseur. Tu m'as aidé à trouver le courage de poursuivre mes rêves professionnels les plus fous. Je t'ai aidé à trouver le courage de vivre authentiquement. Peut-être que nous étions destinés à nous transformer mutuellement, pas à rester ensemble éternellement. Ces mots m'avaient déchiré, mais je ne pouvais pas les contredire, parce qu'au fond de moi, je ressentais cette vérité inconfortable. Nous avions été exactement ce dont l'autre avait besoin à un moment précis, mais nos chemins divergeaient maintenant naturellement. Nous avions pleuré cette nuit-là, enlacés sous les étoiles californiennes,
faisant le deuil d'un futur que nous avions imaginé mais qui ne se réaliserait peut-être jamais. Je suis rentré à Bordeaux le cœur lourd mais étrangement en paix. Les mois suivants ont été consacrés à consolider la renaissance du château Beaumont. J'ai embauché une nouvelle équipe jeune et diverse. J'ai lancé une ligne de vin naturel qui a scandalisé les puristes, mais séduit une clientèle urbaine branchée. J'ai donné des interviews où je parlais ouvertement de mon parcours personnel, devenant malgré moi une figure visible de la communauté LGBTQ+, dans le monde vinicole français. Alexandre a terminé ses études et est revenu travailler au domaine, apportant ses propres idées innovantes. Nous formions une équipe père-fils improbable mais efficace, riant souvent de l'ironie. Lui, jeune homme ouvertement bisexuel avec son compagnon Thomas, souvent présent au domaine, et moi, quadragénaire fraîchement sorti du placard. Les Beaumont rebelles, comme nous appelait affectueusement ma tante Geneviève. Marguerite s'était épanouie aussi. Elle avait démissionné de son poste au château Beaumont et ouvert une galerie d'art contemporain dans le centre de Bordeaux, spécialisée dans les artistes émergents. Son compagnon philosophe était un homme doux et intellectuel qui la regardait avec une adoration que je n'avais jamais réussi à lui donner. Nous déjeunions ensemble une fois par mois, une amitié, étrange mais authentique née des cendres de notre mariage raté. Les fêtes de fin d'année approchaient. Le programme de Lucas en Californie se terminait officiellement en janvier. Nous ne nous étions pas parlé depuis 6 semaines, une distance mutuelle et non dite, comme si nous avions tous les deux besoin d'espace pour réfléchir à ce que nous voulions vraiment. Puis, un matin glacial de décembre, j'ai reçu un email. « Étienne, je rentre. Pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. J'ai refusé l'offre californienne. Ces 18 mois m'ont appris quelque chose de fondamental. Le vin que je veux faire, c'est le vin français. Les terroirs qui chantent dans mon âme sont ceux de la vallée du Rhône, de Bordeaux, de Bourgogne. L'Amérique m'a donné des outils, des techniques, des perspectives, mais mon cœur appartient à la France. Et il t'appartient aussi. Je ne sais pas ce que nous sommes maintenant. Nous avons évolué tous les deux. Peut-être que nous découvrirons que nous sommes devenus trop différents, que la magie s'est évaporée avec la distance, ou peut-être que nous découvrirons quelque chose de plus profond, de plus solide que la passion initiale. J'arrive le 15 décembre. Si tu veux me voir, rejoins-moi à notre cave. 18 heures. Tu sais laquelle. Avec tout mon amour, quoi qu'il advienne, Lucas. J'ai relu l'email 10 fois, mon cœur oscillant entre l'espoir exultant et la terreur pure. 18 mois. Tant de choses avaient changé. Et s'il me regardait maintenant et ne voyait qu'un homme de 46 ans avec plus de cheveux gris, plus de rides, plus de fatigue? Et si je le regardais et ne ressentais plus cette étincelle électrique? Le 15 décembre est arrivé dans un brouillard d'anxiété. J'ai changé de tenue 4 fois, finissant par choisir une simple chemise en lin bleu, sa couleur préférée, et un jean sombre. J'ai conduit jusqu'au domaine de Saint-Émilion, en écoutant Nina Simone, notre artiste, nos souvenirs en musique. Il faisait déjà nuit quand je suis arrivé. La cave était éclairée. Il était déjà là. Mon cœur battait si fort en descendant l'escalier de pierre que j'avais peur de m'évanouir. Lucas se tenait au centre de la cave, entouré de dizaines de bougies qu'il avait disposées partout, transformant l'espace en cathédrale de lumière dorée. Il portait ce même pull gris col roulé de notre premier rendez-vous dans cette cave, il y a presque 2 ans. Ses cheveux étaient plus longs, son visage légèrement plus mûr, mais ses yeux bleus brillaient de cette même intensité qui m'avait captivé dès le début. « Salut », a-t-il dit simplement. « Salut », ai-je répondu, ma voix à peine audible. Nous sommes restés là, séparés par 3 mètres et 18 mois d'incertitude. « Tu as l'air bien », a-t-il dit. « Les cheveux gris te vont bien. Tu as bronzé. La Californie t'a transformé en surfeur énologo. » Nous avons ri, la tension se brisant légèrement. « J'avais peur, a-t-il admis. Peur que tu ne viennes pas. Peur que tu aies rencontré quelqu'un d'autre. Peur que nous ayons trop changé. J'ai eu les mêmes peurs. J'ai fait un pas vers lui. Ces 18 mois ont été les plus longs et les plus transformateurs de ma vie. Pour moi aussi. Il a fait un pas vers moi. Mais tu sais ce que j'ai réalisé là-bas, à des milliers de kilomètres, entouré d'opportunités et de nouveaux départs? Quoi? Que le home n'est pas un lieu, c'est une personne. Un autre pas. Et tu es mon homme, Étienne Beaumont, avec toutes tes complications, ton bagage familial, tes peurs et tes courages. Tu es l'endroit où je veux revenir encore et encore. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. Je ne suis pas parfait. Je vais probablement paniquer parfois, retomber dans de vieux schémas, te décevoir. Je sais, il était maintenant juste devant moi. Et je vais être impatient, trop ambitieux, frustrant avec mon besoin constant d'innovation. Nous allons nous disputer.
Nous allons nous blesser mutuellement par inadvertance. Parce que c'est ça, l'amour réel, imparfait, compliqué, nécessitant du travail quotidien. Quand es-tu devenu si sage? Quand j'ai passé 18 mois à me languir d'un sommelier français têtu qui a bouleversé toute ma vie. Il a levé la main, a caressé ma joue humide de larmes. Alors, Étienne, est-ce que tu veux essayer? Pour de vrai cette fois? Pas une histoire cachée, pas une transition, mais une vraie vie construite ensemble. J'ai pris sa main, l'ai pressée contre mon cœur battant. Oui, 1000 fois oui. Nous nous sommes embrassés alors, et c'était comme rentrer chez soi après un long voyage, différent de nos premiers baisers passionnés et désespérés, plus profonds, plus ancrés, chargés de tout ce que nous avions traversé séparément, et de tout ce que nous allions construire ensemble. Quand nous nous sommes séparés, haletant, Lucas a souri, ce sourire en coin qui me faisait fondre. J'ai quelque chose pour toi. Il a sorti une bouteille de son sac, une bouteille sans étiquette, fermée avec un bouchon de cire rouge. Qu'est-ce que c'est? Notre prochaine cuvée. Je l'ai commencée en Californie avec des raisins de Napa, mais je veux la finir ici, à Bordeaux, en l'assemblant avec nos meilleurs cépages locaux. Un vrai mariage franco-américain. Un vin impossible qui n'aurait pas dû exister, mais qui va être extraordinaire. Comment tu vas l'appeler? Ses yeux ont brillé. Retrouvailles. J'ai éclaté de rire à travers mes larmes. C'est parfait. Nous avons passé cette nuit dans la cave comme autrefois, mais cette fois sans urgence désespérée, sans peur du lendemain. Nous avons parlé pendant des heures, comblant les lacunes de nos vies séparées, planifiant notre avenir. Lucas deviendrait officiellement associé du château Beaumont. Nous achèterions une maison ensemble dans les collines de Saint-Émilion. Nous voyagerions pour explorer les vignobles du monde entier. Et ton père, a demandé Lucas. Il va accepter ça? Il n'a pas le choix. Et tu sais quoi? Je crois qu'au fond, il est soulagé. Le domaine prospère, son fils est heureux. Son petit-fils prend la relève avec enthousiasme. C'est plus que ce dont il osait rêver il y a 2 ans. Et Marguerite? Alexandre? Comment ils vont réagir? Alexandre va probablement organiser une fête. Marguerite va probablement nous inviter à dîner avec son compagnon philosophe pour discuter de Sartre et de l'authenticité existentielle. J'ai ri. Ma vie est devenue étrangement merveilleuse dans son imperfection. Lucas s'est blotti contre moi. Tu sais ce qui est drôle? Il y a 2 ans, tu étais l'homme le plus malheureux que j'ai jamais rencontré, même si tu avais tout ce que la société considère comme le succès. Maintenant, tu es divorcé, à moitié déshérité, scandale vivant de Bordeaux, et tu es l'homme le plus vivant que je connaisse. Parce que j'ai arrêté de vivre pour les autres et commencé à vivre pour moi. J'ai embrassé son front. Tu m'as appris ça, tu m'as sauvé. Non, a-t-il corrigé doucement. Tu t'es sauvé toi-même. J'étais juste le catalyseur. Les mois suivants ont été une période de reconstruction joyeuse. Lucas et moi avons acheté une maison de pierre rénovée sur les hauteurs de Saint-Émilion, avec vue panoramique sur les vignobles et une petite cave personnelle où nous expérimentions des assemblages audacieux. Le château Beaumont continuait sa renaissance. La cuvée Retrouvailles est devenue notre best-seller international, symbole d'une maison historique qui osait se réinventer. Nous avons gagné des prix, attiré l'attention de la presse vinicole mondiale, inspiré d'autres domaines traditionnels à embrasser l'innovation. Mon père est décédé paisiblement dans son sommeil en avril, 1 an après le retour de Lucas. Lors de ses funérailles, j'ai découvert qu'il avait modifié son testament quelques mois avant sa mort, me léguant non seulement le domaine comme prévu, mais aussi une lettre manuscrite. Mon fils, si tu lis ceci, c'est que je suis parti rejoindre ta mère. J'espère avoir fait la paix avec toi avant. Sinon, laisse-moi le faire maintenant par écrit. J'ai eu tort. Tort de te faire vivre selon mes règles. Tort de valoriser la tradition au-dessus du bonheur. Tort de te faire croire que le sacrifice était noble. Tu as sauvé le château Beaumont d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer, en le rendant humain, authentique, vivant. Tu as fait ce que j'ai été trop lâche pour faire. Vivre ta vérité malgré le coup. Je suis fier de toi. J'aurais dû te le dire plus souvent quand j'étais vivant. Prends soin de notre héritage. Mais plus important encore, prends soin de ton bonheur. Avec tout mon amour maladroit, papa. J'ai pleuré en lisant cette lettre, Lucas tenant ma main. Le pardon, même posthume, était libérateur. 2 ans après le retour de Lucas, nous nous sommes mariés. Une cérémonie intime dans notre cave privée du domaine, entourée seulement d'Alexandre et Thomas, de Marguerite et son compagnon, de ma tante Geneviève, et d'une poignée d'amis proches. Nous avons échangé nos vœux entre les fûts centenaires, scellant notre engagement avec des alliances gravées de 2 mots, renaissance et retrouvailles.
Le soir de notre mariage, alors que nos invités dansaient dans la cour du domaine sous des guirlandes lumineuses, Lucas et moi nous sommes éclipsés dans notre cave. Il a sorti une bouteille poussiéreuse d'une cachette secrète. Qu'est-ce que c'est? Le dernier vin de ta collection de regrets. Celui que tu n'avais pas ouvert il y a 2 ans. Il a souri. Je l'ai gardé pour cette occasion. C'était un château d'Yquem 1998, l'année où j'avais rencontré Olivier à la Sorbonne. Nous l'avons ouvert ensemble. Avons goûté ce nectar doré qui avait miraculeusement survécu à 27 ans d'attente. Il était sublime, complexe, profond, avec des notes de miel d'acacia, d'abricots confits et quelque chose d'indéfinissable qui évoquait le passage du temps transformant le raisin en quelque chose de transcendant. Au regret transformé en sagesse, a dit Lucas en levant son verre. Aux portes fermées qui nous mènent vers les bonnes, ai-je ajouté, aux vies non vécues qui nous apprennent à vivre celles-ci, et aux amours qui valent la peine d'attendre, même 25 ans. Nous avons trinqué, bu, et nous sommes embrassés dans cette cave qui avait été témoin de tant de nos moments, nos premiers désirs interdits, nos adieux déchirants, nos retrouvailles miraculeuses. Maintenant, à 48 ans, marié à l'homme que j'aime, co-dirigeant un domaine vinicole Renaissance avec mon fils et mon mari, je regarde ma vie, et je reconnais enfin l'homme dans le miroir. Ce n'est pas l'héritier parfait que mon père voulait que je sois. Ce n'est pas le mari convenable que la société attendait. Ce n'est pas la vie scripted que j'avais suivie pendant 45 ans. C'est quelque chose de beaucoup mieux. C'est authentiquement, imparfaitement, courageusement moi. Et comme le meilleur vin, j'ai dû passer par la fermentation, la pression, le temps, parfois même la douleur, pour devenir ce que j'étais destiné à être. Lucas dort maintenant contre moi dans notre lit, son souffle régulier une musique familière. Demain, nous nous réveillerons et continuerons à construire notre vie ensemble, travaillant dans les vignes, créant de nouveaux vins impossibles, riant avec Alexandre et Thomas, dînant avec Marguerite et ses discussions philosophiques interminables, accueillant les visiteurs curieux de goûter les cuvées du Château Beaumont réinventé. Mais ce soir, dans l'obscurité douce de notre chambre, je savoure simplement ce moment de paix profonde. Parce que c'est ça, finalement, le vrai bonheur. Pas une destination grandiose, mais la somme de ces petits moments authentiques où on est exactement où on doit être, avec exactement qui on doit être. Je suis Étienne Beaumont, sommelier, vigneron, fils, père, ex-mari devenu ami et surtout mari de Lucas Moreau. Et pour la première fois en 48 ans, je suis pleinement, joyeusement, courageusement vivant. Si vous avez apprécié cette histoire de renaissance et d'amour authentique, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires passionnées. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, quelle note donneriez-vous à cette histoire sur 10? Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le parcours d'Étienne et Lucas? Vos retours sont précieux et m'inspirent pour créer de